L'odeur est arrivée avant la fumée. Ce piquant âcre du plastique qui fond. Quelque chose d'électrique qui lâche, à la fois familier et terrifiant. Il était 2h12 du matin. Je m'en souviens parce que je venais tout juste de Border. Chloé après l'un de ses cauchemars concernant le chien que nous avions. Autrefois. Elle m'avait demandé un verre d'eau. Je n'ai même pas eu le temps de le lui apporter. J'ai ouvert la porte et un mur d'air gris s'est engouffré. Je n'ai pas réfléchi. Je ne me suis pas arrêtée. J'ai hurlé le nom d'Hugo, j'ai attrapé les 2 enfants, j'ai enveloppé Hugo dans une couverture, et nous avons foncé. Pas de chaussures. Pas de sac. Pas le temps. Les gens criaient déjà dans les étages supérieurs. Quelqu'un martelait les portes. J'ai aperçu des flammes à travers la fenêtre de la cage d'escalier. 3e étage. Nous nous en sommes sortis de justesse. Dehors, le parking de la résidence ressemblait à une zone de guerre. Des voisins en peignoir tenant des enfants en pleurs, pieds nus, regardant tout ce qu'ils possédaient partir en fumée. Je restais là, serrant les miens, le cœur battant à tout rompre, le béton froid me mordant les pieds. Regardant l'appartement où j'avais élevé mes enfants brûlés. J'ai posté un message sur Facebook depuis le téléphone de Manon, toujours debout sur ce parking. Mon propre téléphone avait rendu l'âme à l'intérieur. Mes clés de voiture, mes vêtements, tout y était. Les enfants et moi sommes en sécurité. Mais nous n'avons nulle part où aller. Je pensais que quelqu'un répondrait. Pas des inconnus. La famille. Je ne demandais pas d'argent. J'avais juste besoin d'un endroit où dormir cette nuit-là. J'ai actualisé la page 100 fois. 10 minutes ont passé. 20. 45. Rien. 1 heure plus tard, Léa, ma cousine, celle-là même qui avait pleuré quand j'avais acheté la première robe d'anniversaire de Chloé parce que la famille doit toujours être là pour la famille, a publié des photos d'une soirée piscine. Elle, ses enfants, des verres de rosé. Mes parents étaient là. Mon frère, Julien. Les oncles, les tantes, tout le monde. Ils portaient des t-shirts assortis avec écrit « La famille d'abord ». Sa légende, la famille avant tout. Cela m'a coupé le souffle plus violemment que l'incendie ne l'aurait jamais pu. Manon m'a proposé son canapé sans même poser de questions. Je pense qu'elle a vu mon visage. Elle a vu les enfants enveloppés dans de minces couvertures. Elle a juste hoché la tête et a commencé à sortir des oreillers d'un placard. Ce soir-là, Chloé a chuchoté, « C'est ça notre nouvelle maison ?» Je lui ai dit que c'était juste. Pour l'instant. Elle m'a regardé un moment comme si elle ne me croyait pas. Puis s'est retournée et s'est endormie. Personne n'a appelé. Personne n'a envoyé de SMS. Pas même un « Est-ce que ça va ?» Pas même de la part de ma mère. Ils avaient tous vu le post. Je le sais parce que la photo de Léa avait 23 commentaires, et mon message était juste 2 publications plus bas dans son fil d'actualité. Je pouvais voir que ma mère l'avait liké. Enfin, elle avait liké la photo de la piscine. Pas la mienne. Il savait. Il s'en fichait. Tout simplement. Et ce n'est pas comme si je n'avais rien fait pour eux. Quand Julien a été admis en école de commerce à Lyon et qu'il n'avait pas assez pour ses frais d'inscription ou sa caution, devinez qui a fait l'échec. J'étais déjà mère célibataire à l'époque. Julien était l'enfant prodige, l'étudiant boursier avec mention. Mes parents l'idolâtraient. Ils disaient qu'il était leur investissement. J'ai participé à cet investissement, moi aussi. Je me suis porté caution pour ses prêts étudiants.
J'ai payé son assurance auto pendant 2 ans. J'ai même remboursé une dette de carte de crédit de 1200 € quand il n'osait pas dire à mes parents qu'il avait tout claqué pendant un week-end d'intégration. Et maintenant, nous sommes sans abri et ils font des bombes dans l'eau et grillent des brochettes. 2 semaines sur le canapé de Manon. 2 semaines à porter les mêmes leggings donnés par une association. À utiliser la laverie automatique du quartier. Chloé qui réclame ses poupées et Hugo qui fait pipi au lit en pleurant parce que ce n'est pas sa couverture. J'ai avalé ma fierté et j'ai déposé un dossier de logement social d'urgence auprès de la mairie. J'ai demandé les aides de la CAF. Tout ce que je pouvais obtenir. Toujours rien de leur part. Et puis, d'un coup, mon téléphone s'est mis à vibrer. Sans arrêt. 88 appels manqués. Tous de mon père. Puis le SMS est arrivé. Aide-moi. 3500 € ce soir. Pas de ponctuation. Pas d'explication. Et d'un seul coup, je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni confusion. Juste une clarté glaciale. Que je n'avais jamais connue. Sans hésitation, j'ai fait un choix qui a tout changé. J'ai fixé ce message pendant un long moment. 3500 € ce soir. C'était tout. Pas de « Comment vas-tu » Aucune mention de l'incendie. Il n'a pas demandé de nouvelles de Chloé ou d'Hugo. Juste une exigence. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner. Puis mon frère. Puis Léa. Soudain, mon téléphone explosait comme si nous étions proches. Comme si nous n'avions pas vécu dans des sacs poubelles et des bacs de dons de vêtements pendant 2 semaines. Quelques messages supplémentaires sont arrivés. De maman, il a des ennuis. On a besoin de toi. De Léa, s'il te plaît, ne ramène pas ça à l'incendie. On ne savait pas. De Julien, je ne te demanderai pas si ce n'était pas grave. J'ai ri. Assez fort pour que Manon passe la tête dans le salon où j'étais allongée avec les enfants. Je lui ai montré le téléphone. Elle n'a rien dit, a juste secoué la tête et est retournée dans sa chambre. Et je n'ai toujours pas répondu. Ils ont continué d'appeler. Toutes les heures. Pendant 6 heures d'affilée. Quand j'ai fini par décrocher, c'était la voix de mon père, rauque et basse. Il devait de l'argent. Pas pour un loyer ou quelque chose de responsable. Une dette de casino. Apparemment, il s'était remis à jouer. C'était un malentendu, d'après lui. Une situation temporaire. Il avait juste besoin de rembourser quelqu'un avant que ça ne dégénère. Je lui ai demandé si maman savait. Il a marqué une pause. J'avais ma réponse. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Ils ne sont pas venus parce qu'ils pensaient que j'irais bien. Parce qu'ils partaient du principe que je m'en sortirais seule. J'étais toujours celle qui s'en sortait. Ils m'utilisaient comme une source de revenus secondaire, un adulte de secours, un outil. Ils ne demandaient pas comment nous allions. Ils ne demandaient pas où les enfants dormaient. Ils demandaient si j'avais toujours accès à ce fonds d'urgence que j'avais mentionné un jour lors d'un repas de Noël. Celui que j'avais constitué. En faisant 50 heures par semaine. Pour mes enfants. Pour notre avenir. Je lui ai dit non. Il est devenu silencieux, puis m'a demandé si j'allais vraiment laisser cela lui arriver. J'ai dit, je pense que c'est déjà arrivé. Et j'ai raccroché. Après cela, tout a basculé. Julien a appelé le lendemain en faisant semblant de prendre des nouvelles, mais a fini par me demander si je pouvais
Moins prêter une partie de la somme. Il a dit que j'étais rancunière pour quelque chose qui n'était même pas personnel. Je lui ai demandé s'il se souvenait de qui était le nom sur la carte grise de sa première voiture. Silence. Ma mère m'a envoyé un message ce soir-là. Un long paragraphe sur le fait qu'elle se sentait prise entre deux feux. Que la famille, c'est compliqué. Que je ne devrais pas laisser cela gâcher notre lien. Aucune mention de Chloé ou d'Hugo. Pas un mot. J'ai renvoyé une seule ligne, je ne suis pas entre deux feux. Je suis à l'extérieur en train de vous regarder nager. Puis je l'ai bloqué. Une semaine a passé. Plus d'appels. Pas d'excuses. Rien. Et puis, un matin, alors que j'habillais les enfants pour l'école, j'ai trouvé quelque chose. Dans le sac à dos de Chloé. Une lettre qu'elle avait écrite avec son écriture malhabile de CP. Elle parlait de vivre dans une maison de pyjama, et de combien son lit, sa maison de poupée et les dessins sur son mur lui manquaient. J'ai pleuré dans la salle de bain pendant 10 minutes. Et c'est à ce moment-là que j'ai su. Ce ne serait pas temporaire. Ni l'incendie, ni le canapé, ni la trahison. Tout cela marquait un trait définitif dans le sable. Je ne reviendrai pas en arrière. Ni pour leurs appels, ni pour leurs conditions, ni pour cette définition tordue de la famille. J'ai pris une décision. Ils voulaient nous oublier ? Très bien. J'allais faire en sorte qu'il leur soit impossible de faire à nouveau partie de nos vies. Les semaines suivantes ont été un flou total. Je ne dormais plus beaucoup. En partie à cause des ressorts du canapé dans mon dos. En partie parce que je ne pouvais m'empêcher de tout repasser en boucle. Tous. Les anniversaires que j'avais financés. Les fois où j'avais prêté de l'argent. Sans intérêt. Les fêtes que j'avais organisées juste pour que tout le monde reste ensemble. Ce n'était même pas une question d'argent. C'était la rapidité avec laquelle ils nous avaient abandonnés dès que nous étions devenus un fardeau. Je passais mes journées à jongler entre le travail, l'école de Chloé, les crises de colère d'Hugo, et la paperasse pour le logement social. Je n'avais pas touché de salaire complet depuis plus d'un mois à cause des jours manqués. Après l'incendie, nous vivions sur ce qu'il restait de mes économies, ce qui n'était pas grand-chose. Mais d'une certaine manière, je me sentais plus lucide que je ne l'avais été depuis des années. Puis est venue la goutte d'eau. Manon m'a tendu son téléphone un matin. Elle avait l'air gênée. C'est ta mère ? A-t-elle dit. Elle a laissé un message sur mon répondeur. Ne me demandez pas comment elle a obtenu son numéro. J'ai écouté. Ma mère disait qu'elle s'inquiétait pour les enfants. Qu'elle ne comprenait pas pourquoi je les privais de leur famille. Et elle a terminé par quelque chose qui m'a glacé le sang. Nous devrons peut-être parler à quelqu'un concernant la garde des enfants. Ce n'est pas sain pour eux. La garde. Comme si elle parlait d'un meuble. C'est là que l'interrupteur a basculé. Je suis devenue froide. Une froideur de glace. Elle voulait en faire une question de capacité parentale ? Parlons de la fois où Hugo avait 40 de fièvre et que personne n'est venu. Parlons du 3e anniversaire d'Hugo où ils ont dit qu'ils étaient trop occupés pour traverser la ville. Parlons du fait qu'aucun d'entre eux n'a offert un lit après que notre appartement a brûlé, mais que maintenant ils s'inquiétaient pour mon éducation ? Je ne l'ai pas rappelé. J'ai appelé une avocate. J'ai trouvé une femme nommée Maître Lefebvre via une association pour mères isolées. Elle m'a reçu un dimanche après-midi dans un bureau à moitié vide au-dessus d'une friperie. Elle n'a pas perdu de temps. Elle m'a dit exactement ce dont j'avais besoin. Des documents,
des messages, des preuves de délaissement, et comment devancer toute fausse accusation. J'ai tout sorti. Les SMS. Les journaux d'appel. Les appels manqués qui n'arrivaient que lorsque mon père avait besoin d'argent. Le message vocal. Le post Facebook. Le silence qui a suivi. Maître Lefebvre m'a regardé droit dans les yeux et a dit, ils n'ont aucune chance. Ce soir-là, j'ai écrit un message dans le groupe WhatsApp de la famille. Je ne voulais aucune ambiguïté. Je ne voulais pas qu'il déforme mes propos. J'ai écrit, c'est la dernière fois que je m'adresse à l'un d'entre vous directement. Vous avez fait vos choix. Vous m'avez abandonné, moi et mes enfants, quand nous avions le plus besoin de vous. Je ne fais plus partie de cette famille, et eux non plus. Ne nous recontactez plus jamais. Puis j'ai quitté la discussion. Julien a essayé d'appeler 2 fois. Puis un SMS, tu vas vraiment tout faire sauter pour ça? Évidemment. Je ne faisais pas sauter les choses. Elles étaient déjà en cendres. J'avais juste fini de fouiller dedans. 2 jours plus tard, j'ai transféré le virement que j'envoyais chaque mois à mes parents, les 300 € qui étaient censés les aider pour leur crédit immobilier sur un compte d'épargne pour Chloé et Hugo. J'ai dit à Chloé que nous allions reconstruire sa chambre. Elle a souri si largement que j'ai cru que son visage allait se fendre en deux. La vengeance n'était pas bruyante. Ce n'était pas une confrontation dramatique. C'était silencieux. C'était couper le cordon et les regarder réaliser qu'ils n'avaient plus d'emprise sur moi. C'était devenir plus forte sans leur laisser savoir à quel point ils avaient échoué. Et je n'en avais pas encore fini. Les choses commençaient enfin à s'installer. Nous avons reçu un appel du service des logements. Quelqu'un s'était désisté pour un T3 et nous étions les suivants sur la liste. Ce n'était pas luxueux, mais il y avait une porte qui fermait à clé, des fenêtres qui s'ouvraient, et un petit coin pour que Chloé puisse accrocher ses dessins. J'ai pleuré en signant le bail. Pas parce que c'était parfait, mais parce que c'était à nous. Je pensais que le pire était derrière nous. Puis un après-midi, l'école de Chloé a appelé. La secrétaire a dit que quelqu'un avait essayé de venir la chercher plus tôt. Un homme. Il a dit qu'il était son grand-père. Ma poitrine est devenue de marbre. J'ai demandé s'il l'avait laissé partir avec lui. Elle a dit non. Chloé avait dit à la maîtresse qu'elle ne le reconnaissait pas. Elle lui a dit que ça. Maman avait dit qu'on ne leur parlait plus. J'ai quitté le travail sans même pointer. Quand je suis arrivée à l'école, Chloé s'est jetée dans mes bras. La directrice m'a demandé si je voulais signaler l'incident. J'ai dit oui. J'ai déposé une demande d'ordonnance d'éloignement le jour même. Apparemment, la justice n'apprécie pas trop les menaces de garde suivies de visites non autorisées à l'école. Ce soir-là, j'ai dit à Chloé qu'elle était courageuse. Elle m'a demandé si elle avait fait quelque chose de mal. Je lui ai dit que non. Qu'elle avait fait exactement ce qu'il fallait. Et je le pensais. Mais quand elle s'est endormie, je me suis assise dans la cuisine, lumières éteintes, essayant d'empêcher mes mains de trembler. Ils avaient franchi une ligne. Ils n'en avaient pas fini avec moi, mais maintenant, je ne faisais plus que me défendre. Je me suis souvenu de quelque chose d'il y a des années, enfoui sous une pile de vieux messages et de relevés bancaires. Un paiement que j'avais fait. Pour Julien. Ce n'était pas juste un loyer ou des livres. C'étaient les honoraires d'un avocat. Pour une conduite en état d'ivresse qu'il m'avait supplié de ne pas dire à nos parents. J'avais encore la facture. Alors je lui ai envoyé un message.
Juste une photo de la facture et du paiement avec une phrase, je me demande ce que ton nouvel employeur penserait de ça. Je n'ai pas vu de réponse, mais 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre en recommandé de mes parents. Un mot écrit à la main. Nous ne voulions pas te faire peur. Nous voulions juste aider. Peut-être pourrions-nous rendre visite aux enfants bientôt. Nous avons discuté et nous pensons qu'il serait bon pour tout le monde de repartir de zéro. C'eût été risible si ce n'était pas si malsain. Repartir de zéro? Ils avaient essayé d'enlever ma fille à l'école comme si c'était un sac à dos oublié en sortant. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai apporté la lettre à maître Lefebvre. Elle l'a lue, a pris une grande inspiration et a dit, ils deviennent désespérés. Ne flanchez pas. Je n'ai pas flanché. À la place, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire au nom de Chloé. J'ai commencé une cagnotte pour l'avenir d'Hugo. J'ai coupé tout lien qui pouvait être tracé. J'ai changé de numéro, changé de travail, et déménagé à nouveau quand le bail a expiré. Je n'ai dit à personne où nous allions, pas même à Manon. Et puis il s'est produit quelque chose que je n'attendais pas. J'ai croisé la femme de Julien sur le parking d'un supermarché. Chariot plein de lait infantile et de gaufres surgelés. Ses cheveux étaient en bataille. Ses yeux gonflés. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Elle m'a vue et s'est figée. J'ai hoché la tête. Elle s'est approchée et a dit, « Tu avais raison. » C'est tout. Elle n'a pas demandé pardon. Elle n'a pas essayé d'expliquer. Juste ces 3 mots. Puis elle est retournée à sa voiture et est partie. Je suis restée là. Longtemps à regarder ses feux arrière disparaître. J'aurais dû ressentir de la satisfaction. Ce n'était pas le cas. Je me sentais juste libérée. Comme si toute cette histoire s'était enfin consumée d'elle-même. Mais il restait une dernière chose à faire avant de pouvoir tourner la page complètement. Chloé coloriait à table quand je l'ai fait. Assise là avec ses feutres, fredonnant, avec ses petites chaussettes dépareillées. Hugo dormait sur le canapé, bavant sur son nouvel oreiller Spider-Man. Moi, je tenais mon téléphone, hésitant sur le dernier lien qui me rattachait à eux, la photo de groupe familial. Celle qu'ils utilisaient pour chaque carte de vœux, chaque diaporama d'anniversaire et chaque post plein d'autosatisfaction sur « les générations d'amour ». J'y étais. Sur le côté, tenant Chloé bébé, portant le même sweat dans lequel je dormais. Pendant ma grossesse. C'était pris juste après la remise des diplômes de Julien. Celle que j'avais financée. Je connaissais ce sourire. C'était le genre de sourire qu'on affiche quand on garde une rancœur secrète comme un cadeau qu'on est trop poli pour rendre. Je l'ai supprimé. Puis j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai affiché l'email que j'évitais depuis des mois, le prélèvement automatique. Pour le master de Julien. Une autre chose que j'avais bêtement proposé d'aider à couvrir quand il disait que cela changerait tout pour son avenir. Je payais 200 € par mois depuis plus d'1 an. J'ai annulé. Et quand l'écran de confirmation est apparu, j'ai chuchoté, « C'est votre héritage, les enfants. » Chloé n'a même pas levé les yeux. Elle était trop occupée à dessiner des étoiles autour d'une famille de bonshommes allumettes qui ne comptait que 3 personnes. Ce soir-là, je les ai installés tous les 2 et je leur ai dit que nous allions faire un petit voyage. Juste nous. Pas de téléphone, pas de travail, pas de drame. J'avais mis un peu d'argent de côté et je me disais que si je pouvais survivre à un incendie, à une trahison et à une tentative d'enlèvement, je méritais bien une semaine avec vue. Nous sommes partis à la montagne. Nous
Avons trouvé un chalet. Nous avons nourri les canards. Grillé des guimauves. J'ai regardé Chloé apprendre à Hugo comment faire des ricochets. Ils ont ri. Jusqu'au coucher du soleil. Et pour la première fois depuis des mois, ma poitrine ne me semblait plus lestée de briques. Mais au moment où nous sommes rentrés, le karma a frappé à la porte. Léa m'a envoyé un email. Un transfert de l'avocat de mon père. Il me poursuivait. Pas pour la garde. Pas même pour l'argent. Pour diffamation. Apparemment, le mot avait circulé. Quelqu'un qui travaillait avec Julien avait vu un vieux post Reddit que j'avais fait. Anonyme. Bien sûr. Sur la trahison familiale. Ils avaient fait le lien. Il avait été interrogé par les RH. Julien avait perdu un projet majeur. Les rumeurs s'étaient propagées. Et au lieu de m'affronter comme des adultes, ils avaient décidé de tenter le tout pour le tout. Sauf qu'ils avaient oublié à qui ils s'en prendraient. J'ai envoyé tout le dossier à Maître Lefebvre. Elle a ri. Pas poliment. Pas de façon gênée. Elle a vraiment ri. Elle a dit, laisse-les essayer. Nous avons déposé une demande reconventionnelle. Harcèlement. Tentative d'aliénation parentale. Contact non autorisé avec un mineur. Je ne me défendais plus. J'attaquais. 2 semaines plus tard, l'affaire a été classée. Discrètement. En privé. Comme s'il n'avait jamais essayé. Pas d'excuses. Pas de mail. Pas de « discutons ». Juste le silence. C'est là que j'ai su que c'était fini. Je ne faisais plus partie de leur histoire. Ils n'étaient plus qu'une partie de la mienne. Un chapitre sombre. Avec des traces de brûlure? Peut-être. Mais plus de pages à tourner. J'ai rangé les papiers du tribunal dans un tiroir et je n'ai pas regardé en arrière. Non. Maintenant, il était temps de commencer la dernière partie. Celle où nous vivions vraiment. Cela fait 8 mois depuis le dernier message. 8 mois depuis que je leur ai dit de ne plus me contacter. Cette fois, ils ont vraiment écouté. Ou peut-être ont-ils enfin compris que je ne bluffais pas. Peut-être ont-ils réalisé qu'ils avaient poussé la mauvaise personne trop loin, une fois de trop. J'ai bloqué chaque numéro. Chaque email. J'ai changé mes horaires. J'ai retiré les enfants de toutes les listes où leur nom pourrait apparaître. Annuaire scolaire. Formulaire de contact d'urgence. Tout. Maître Lefebvre a aidé pour le reste. J'ai rempli tous les papiers. Franchi chaque étape. Verrouillé chaque faille. Le silence est arrivé rapidement après cela, et il est resté. Le plus drôle, c'est que je pensais que je me sentirais vide si je les coupais de ma vie. Comme s'il me manquerait quelque chose d'essentiel. Mais il s'avère que le silence ressemble beaucoup à la paix quand il succède à des années de culpabilité, de manipulation et de mépris. Nous avons enfin déménagé à nouveau. Un endroit avec nos noms sûrs. Le bail et aucune faveur due. 2 chambres, une baignoire un peu écaillée, des fenêtres qui fuient un peu quand il pleut, mais c'est chez nous. Chloé a choisi une peinture lavande pour ses murs et les a couverts d'étoiles et de photos de chiots découpés dans des magazines. Hugo a eu des rideaux Spider-Man. Nous endormons au ronronnement d'un vieux frigo et nous nous réveillons avec la lumière du jour qui traverse de vrais rideaux. Pas ce que Manon avait accroché au-dessus du canapé convertible. Avant, j'envoyais 300 € par mois à mes parents pour les aider avec leur hypothèque. Un autre 200 € pour les études de Julien.
Parfois plus quand ils oubliaient de couvrir certaines dépenses. Non. Cet argent va désormais au sac à dos, aux livres scolaires, aux cours de danse, aux nouvelles chaussures, à la nourriture que je n'ai plus besoin de rationner pour qu'elle tienne. J'ai ouvert des comptes d'épargne au nom des 2 enfants. Il n'y a pas une fortune, mais il y a plus que 0. Ce qui est déjà plus que ce que j'ai jamais eu en grandissant. Et je ne suis plus constamment fauché. Pas parce que je gagne plus. Mon salaire est le même. Mais parce que j'ai arrêté de me vider de mon sang financier pour des gens qui m'ont regardé brûler. Je pense à cette nuit-là parfois. Regardant notre appartement s'éclairer comme une lanterne pendant que Chloé se cramponnait à moi et qu'Hugo pleurait parce que son ours en peluche était resté à l'intérieur. Je pense au fait qu'aucune personne de ma soi-disant famille n'a pris la peine de demander si nous avions besoin d'eau, d'être déposés quelque part, d'une brosse à dents. Ils nous ont laissé disparaître comme si nous n'existions pas. Maintenant, c'est vrai, nous n'existons plus. Pas pour eux. Ils ont probablement réécrit l'histoire maintenant. Ils se sont dit que j'étais devenue folle. Que j'avais isolé les enfants. Que je m'étais retournée contre eux. C'est parfait. Laissez-les faire. Laissez-les s'asseoir autour de leur repas de fête bien arrosé et prétendre que c'est moi qui étais ingrate. Ils ne savent pas que Chloé a commencé à lire des romans plus tôt que prévu. Ou que Hugo a enfin appris à nager sans brassard. Ils ne savent pas que nous avons mangé des crêpes au dîner 3 soirs de suite juste parce que nous en avions envie. Ils ne savent pas que j'ai recommencé à prendre des photos. Des vraies, imprimées et encadrées. Notre nouveau logement en a un mur entier. Pas une seule n'inclut mes parents. Ou Julien. Ou quiconque a choisi son confort plutôt que notre survie. Chloé a demandé une fois si nous les reverrions un jour. Elle a dit ça comme si elle posait une question sur un film dont elle se souvenait à moitié. Je lui ai demandé pourquoi et elle a juste haussé les épaules. Ils sont un peu comme des fantômes maintenant, a-t-elle dit. Elle n'avait pas tort. Je lui ai dit que parfois, quand les gens vous blessent et ne s'excusent jamais, la meilleure chose à faire est de les laisser derrière soi. Pas parce qu'on les déteste, mais parce qu'on s'aime davantage soi-même. Elle a hoché la tête et a repris son dessin d'étoiles. Hugo ne demande jamais rien. Il est trop occupé à prétendre que le salon est un vaisseau spatial et le canapé la lune. Son monde est doux. Maintenant. Sûr. Il sait qui le borde chaque nuit, qui achète les goûters, qui lui tient la main quand il a peur. Moi. J'ai arrêté de me justifier. J'ai arrêté de donner des versions édulcorées de vérités difficiles. Quand les gens m'interrogent sur ma famille, je dis simplement, c'est moi et les enfants. C'est tout ce dont nous avons besoin. Et je le pense. Cette rupture nette ne m'a pas brisée. Elle m'a rendue entière. Parfois, les gens disent que le sang est plus épais que l'eau. Mais j'ai appris que le sang peut vous noyer tout aussi vite. Surtout quand vous êtes la seule à nager pendant qu'il reste sur le rivage à vous regarder. Je n'ai pas besoin qu'ils nous applaudissent. J'ai 2 petites paires de mains qui le font chaque jour. Nous ne sommes plus brisés. Nous ne faisons que commencer.